Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. Imaginez avoir investi vos économies et misé l'espoir d'une vie sur une matière première prometteuse et que du jour au lendemain, elle perde totalement de sa valeur et que votre filière traverse une crise interne. C'est le cauchemar auquel font face les producteurs d'EVA. On y consacre notre premier reportage, vous l'aurez compris, à la crise de l'EVA en Côte d'Ivoire, 4e producteur mondial. Et puis on ira à la rencontre des acteurs de la filière du cuir en Côte d'Ivoire, de la confection artisanale aux rêves de modernisation. Restez avec nous, ce sera passionnant comme chaque semaine. NCI Reportage, ça commence maintenant. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de caoutchouc en Afrique, le 4e au niveau mondial, mais la filière traverse une crise liée en partie à la pandémie de Covid-19, mais aussi à quelques problèmes internes. Le caoutchouc se vend également moins bien qu'il y a une dizaine d'années. Après avoir plafonné aux alentours de 1000 francs le kilo en 2009, il s'achète officiellement aujourd'hui à 316 francs CFA. Conséquence, les producteurs ne s'y retrouvent plus. La filière perd de son intérêt. EVA, du rêve à la désillusion, c'est un reportage qui est signé Patrick Brédé, Roméo Tapé, Karine Cassi et Sergio Rolandica. Des forêts d'EVA, la Côte d'Ivoire compte jusqu'à 700 000 hectares. Depuis les années 2000, l'arbre à caoutchouc a fait l'objet d'investissements massifs dans le pays. La forte demande mondiale a fait exploser le prix du kilogramme, jusqu'à atteindre 1000 francs CFA en 2009. Du jamais vu dans la filière, cette année de maturation de l'arbre n'est plus un motif de découragement. Avec l'arrivée de tous ces investisseurs, la modeste production de 170 000 tonnes à 1 300 000 tonnes en 2022, la Côte d'Ivoire devient le 4e producteur mondial de caoutchouc naturel. C'est grâce à la culture de l'EVA que Armand Aka est devenu l'un des plus riches planteurs de Beaunois. À bord de son 4x4 flambant neuf, il visite l'un de ses champs d'EVA, accompagné de 2 de ses fils. Armand Aka a connu toutes les étapes de cette ruée vers le caoutchouc naturel. On avait arrivé, on a trouvé 1000 francs, 800, 500, 200, 300, 350. Jusqu'à aujourd'hui, on a 180, 280, 80. Il vient lui-même superviser la récolte de cette sève blanche, le latex. Il y a fait qui tombe dedans là. Si on n'a pas enlevé, quand on va à l'usine là, ça va avoir problème. Donc il faut enlever. Là, c'est bien propre. Le futur caoutchouc qui s'écoule, goutte après goutte, est devenu son trésor. Avant là, quand tu passes seulement, tu vas sur l'odeur là. Maintenant, quand il y a rentré dedans là, maintenant, l'odeur là, c'est fini. Ah bon? Maintenant, quand ça sent même, il dit c'est parfum. Parce que ça vous rapporte. Ouais. Ça donne quelque chose. Ça donne manger. C'est garanti. C'est un façonnaire. Tout le mois, tu gagnes. Il a vu le marché du caoutchouc grossir et ses plantations aussi. Ses 80 hectares lui ont permis de bâtir un empire dans l'immobilier, la culture de l'ananas et du manioc. EVA a apporté moi, il a construit une maison. EVA a fait, il a payé une voiture. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Même si je mange aussi, c'est EVA qui fait manger. Parce ce qu'il a dit, parce que travail là, si ça donne un peu, aujourd'hui, on a combien 19. C'est pas ça? Si EVA envoie un peu l'argent, et puis l'autre aussi envoie un peu l'argent là, tu sais, ta mère, l'argent, ça te manque. Chaque jour, tu as l'argent. Chaque jour, tu as l'argent. Ça bien là, c'est bon travail. Malgré la conjecture, le riche producteur investit chaque année dans de nouvelles plantations. Toute l'année, il fait 20, 15, 20, 15, 20, 10. Tu sais, ça, aujourd'hui même, je suis même là. L'année là même, on va planter. Dans cette filière. À partir de 2000, 2001, on a vu que les premiers planteurs là, vraiment partaient à gagner, à prendre leur argent. Et ils viennent maintenant, ils bluffent nous au village. Et l'argent devient, c'est bon, c'est bon. Tout le monde était content. Moi, au début, là, j'ai fait du cacao. J'ai vu le cacao, bon. Au cacao, là, aussi, on a fini d'enlever la cabosse là. Il faut attendre encore. Donc, le VA est mieux.
Vous avez détruit votre champ de cacao? J'ai abandonné le cacao. J'ai laissé le cacao. Je dis, madame, on va vivre mieux, on va faire EVA. À cette époque, les coûts du caoutchouc sont prometteurs et chaque saignée entretient l'espoir de revenus conséquents et une vie meilleure. Je sais que si j'ai un hectare seulement, là, même 2 hectares seulement, je vais construire une villa. Donc j'aspirais même, je me suis donné en travaillant, mais je me donne l'espoir que je suis demain je serai riche. Je dis ça à mes enfants. Je dis à mon champ, ce que je suis en train de faire là, vous que je suis en train de planter là, c'est sur vous que je vais compter. Et c'est vous qui doivez construire ma maison, et c'est vous qui doivez mettre mes enfants à l'école. Au moment où les producteurs s'attendent le moins, le secteur est frappé de plein fouet par la chute vertigineuse des prix mondiaux. De quoi doucher le moral du producteur. Comme ça là. Si quand même tu as ça là, c'est pas l'argent, mais tu as ça et puis tu souffres. Quelqu'un qui a un champ comme ça, et puis ici il peut souffrir. Nyoko a le cœur gros. Je viens ici, si j'enlève même les latex là pour aller, je vais où avec? Je vais ça où? C'est ça qui me fait décourager pour venir au champ. Ce petit producteur est obligé de brader son caoutchouc, faute de le vendre au prix homologué par l'APROMAC, l'association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Le prix des VA, si c'est beaucoup, c'est 200, 180. C'est 318 francs. Non, non, non. Le prix APROMAC. Non, 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 non. Peut-être on attend 380, mais c'est 180, c'est le contraire. Peut-être vous avez mal compris. Je parle du prix APROMAC. C'est ça que je dis là. Même ça peut être APROMAC. Peut-être c'est APROMAC d'Abidjan. D'APROMAC de quelque part, partout dans les bureaux. Mais ce que nous connaissons dans nos champs là, c'est 180 francs. Ou plus c'est 200. Nous sommes aujourd'hui en 2022, 2023, 2024. Je sais que mon champ là va disparaître. Parce que 2025 là, je ne vais pas soutenir ça encore. Ses revenus ont fondu comme peau de chagrin. Mais il ne peut se soustraire à l'entretien de ses 4 hectares et aux charges de sa famille. Dans de nombreuses exploitations, c'est le même drame qui se joue. Tu vas acheter le riz, la nourriture, les besoins de la maison. Toi-même tes soins. Tu payes le Seigneur à 60 francs. Et puis après, tu as des enfants qui vont à l'école pour les scolariser. Et puis, les produits, il faut soigner le bois pour qu'il te donne aussi. Même si tu dis que tu vas aller peser EVA. Tu te caches. Pour ne pas que les créanciers te voient. Pour ne pas qu'ils viennent réclamer leur argent. Et on te demande, on dit hier, tu as payé. Non, non, moi, il n'est pas encore payé. Oh, c'est du mensonge. Oh, la Bible dit que celui qui ment n'ira pas au ciel. Afin de mieux comprendre le jeu de fixation du prix du caoutchouc naturel et les mécanismes de contrôle sur le terrain, nous avons tenté d'obtenir un tournage avec l'APROMAC. Malgré les courriers et les nombreux échanges avec le service de communication, nos sollicitations sont restées sans suite. Sur le chemin de son village, voici l'usine de Lilio, visiblement à l'arrêt. Bien que la fièvre du caoutchouc soit retombée, les productions, elles, n'ont pas baissé. Alors, les usines limitent leurs achats, de peur d'être dans l'incapacité de tout exporter. Oh, mon ami, Ouais. comment ça va? Ouais, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va ici? Oui, ça va Maman, ici. Oui, bonjour monsieur. bonjour. Oui, Sois béni. Ah bon. oui, ça Oui, va. mais je suis venu voir ici. Oui. Si on peut peser. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Parce que ça chauffe, hein. Ouais, En tout cas, Tu as vu, le matin, là, il n'a rien pris encore, hein, parce qu'il n'y a pas l'argent. Hein? comme les usines sont fermées. C'est donc, fermé. Oui. Ce goulot d'étranglement a favorisé la naissance de ponts privés. C'est sur celui-ci que le producteur vient désormais écouler son caoutchouc. Ces boules à la forme de gros champignons. Ils viennent avec le caoutchouc. Et dès qu'ils finissent, moi, je finis de faire le ticket. Je donne le ticket à l'acheteur. Et lui, à son tour, il paye, puis ils s'en vont. Donc ici, c'est du cash. Il n'y a pas de prix à Pomac ici. C'est du cash qu'on fait ici. On a un prix qui est fixé, regardez là-bas. Prix du jour, 200 francs. Donc, entre le prix à Pomac n'est pas 200 francs.
Puisque on se dit quoi, ça ne va pas. On dit tout est cher. Les gens n'arrivent pas à avoir l'argent même pour financer les gens. Donc chacun vient avec son argent. Il dit, madame, moi j'ai fait un changement. Mais je prends à 200 francs. Donc le planteur, on oublie de dire au planteur, ah, ici c'est 200 francs. On ne peut pas dire non, c'est à 300 francs. Non, on fait seulement à 200. C'est ça. Et vous venez ici Oui, souvent? c'est ça. Oui, il vient ici, il vient. Oui, souvent. On dit on a fixé le prix du jour, 200 francs. Je viens ici souvent. Il vient Depuis ici que souvent. ce pont-là a été créé. 200 francs, ça vous arrange? Bon, si ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas, mais je vais faire quoi? Je suis obligé. Je suis obligé. Au lieu de mourir dans la faim, je suis obligé de prendre. Si je paye, je te donne tout de suite là-haut. Tu vas me donner combien de temps pour recevoir mon argent? Non, c'est-à-dire c'est... Tac, Non, il n'y tout a pas au de tac. temps. Oh, tout. En même temps, Oui, bien. en même temps. Ibrahim est l'un de ces acheteurs d'EVA. C'est lui qui fixe le prix et les conditions d'achat. On fait ici à 200. Vous voyez, quand on dépose, c'est-à-dire l'eau quitte dedans. Maintenant, quand on charge à un remorque pour aller à Abidjan, on peut faire 2 semaines ou bien 1 semaine. C'est-à-dire l'eau là, ça descend. C'est-à-dire nous, on diminue pour on pète quoi. Donc, si on n'a pas fait à 200 pour aller vendre là-bas, nous aussi, on tombe, on pète. Au moins, on a eu 3 tonnes, on évacue et puis on envoie à Abidjan. Il ne faut pas, on a trop pète. Sinon, on a besoin de caoutchouc. Ibrahim ne nous dira pas à qui il vend tout cet EVA à Abidjan et à quel prix. De cet avenir radieux auquel Nyoko aspirait, il ne reste plus que ces briques. C'est à l'aide de ces champs-là que j'avais fait ces briques-là. Et le rêve d'une villa qui ne se réalisera peut-être jamais. Ces briques-là sont là depuis longtemps. Vous voyez déjà, vous constatez déjà. Depuis 2010. Et puis ces briques-là sont là. Et voilà les autres là. Pour le sous-bâtiment, c'est ça qui est là-bas. Derrière la maison là-bas. Mais la maison ne me plaise pas, mais comment je vais faire? Et nous sommes dans une sous-préfecture. Et puis, il dort dans cette cabane-là. Il peut dire que c'est une cabane. Et puis, si les gens voient ma plantation, ils disent, ah, lui là, il a l'argent, il est riche. Et s'ils voient même ma demeure là, ils disent, ah, c'est pas la peine. En pareille situation, c'est bien connu, l'union fait la force. Pour échapper à la dure réalité des prix, la Société coopérative des producteurs de caoutchouc naturel de Soubré tente de préserver les intérêts des 2000 sociétaires. Plus de 100. Et puis c'est vous qui perdez, hein. Ça c'est 100. En réalité, ça peut être 120. 85. Voilà, ça c'est bon. 85, c'est bon. Cet après-midi, c'est ramassage de fonds de tasse dans les plantations. La coopérative offre une sécurité au niveau de la pesée. Après, les véhicules qui sont propres à la coopérative permettent au producteur de faire partir son caoutchouc sans payer énormément de frais. Ici, dans cette zone, les frais de collecte reviennent à 15 francs au kilogramme. Quelqu'un qui a 1 tonne, il transporte sa tonne à 15 000 francs pour aller jusqu'à près de 50 km. Donc ça, c'est aussi un avantage que la coopérative offre. Une pratique qui permet à la coopérative de négocier au meilleur prix. Avec la coopérative, on ne fait pas d'achat au cash. On ne fait pas d'achat au cash. Donc la base, c'est le prix à Promac, duquel prix nous déduisons les frais de collecte et puis une retenue de fonctionnement pour permettre à la coopérative de fonctionner. Donc l'un dans l'autre, le producteur gagne le meilleur des prix. Donc là, dans ce contexte actuel où certains acheteurs véreux achètent à 150 pendant que le prix est à 318, c'est quand même une sécurité pour le planteur. Et il a la garantie de retrouver son argent sur son compte à date bien indiquée. Dans le jeu de l'offre et de la demande, la coopérative souhaite la mise en place d'un écosystème qui traite des problèmes structurels. Quand on veut protéger le producteur, il faut tenir compte des intermédiaires qu'il y a. C'est-à-dire que si vous ne les servez pas, ils vont se servir auprès du producteur. Quand la filière n'a pas prévu de marge pour un acheteur ou une coopérative, vous voyez que ce n'est pas un philanthrope. Il fait une activité pour laquelle il veut avoir de l'argent. Donc c'est lui qui fixe sa marge. Nous sommes une coopérative. La retenue de fonctionnement, c'est 10 francs. Mais c'est décidé en assemblée générale où tous les producteurs sont réunis. Mais l'acheteur, par derrière lui, il ne fait pas ça parce qu'il n'a
n'a aucun compte à rendre au producteur. Donc lui, il décide, parce qu'il a de l'argent, il décide d'aller acheter à un prix qu'il fixe. Autant le dire, la crise de l'EVA, c'est aussi celle de la liquidité. La crainte pour cette coopérative serait de basculer vers une crise humanitaire. Et les coopératives réelles qui ont été créées par des producteurs pour régler les problèmes que j'ai cités. Aujourd'hui, si cette crise-là perdue, elles vont disparaître. Et quand elles disparaissent, c'est le taux de bancarisation qui tombe. C'est les prêts scolaires qui étaient octroyés aux producteurs qui ne sont plus là. Les prêts en équipement ou même des prêts funéraires, dans notre cas, qui ne sont plus disponibles pour les producteurs. Et vous allez voir que la précarité va s'installer. Il faut pourtant sortir de l'ornière pour continuer à faire vivre le million de personnes qui dépendent de la filière. Pour comprendre les implications de la conjoncture mondiale sur le secteur, nous nous sommes rendus sur les installations de l'unité agricole intégrée de Bongo, propriété de la Société africaine de plantation d'EVA. Avec plus d'1 million d'arbres, ce site est l'un des plus importants du continent. Bonjour, bonjour. Ça va? Il ne fait pas trop chaud? Le travail avance bien? Oui, monsieur. Comment tu vas? Ça va, monsieur. Tu peux appeler les autres? C'est les Yaman. Venez. Ce matin, Dr Koulibaly, le directeur de l'usine du site, visite les champs pour encourager et rassurer les travailleurs. Le leader africain de la production et la commercialisation de caoutchouc naturel n'échappe pas aux réalités du marché international. En termes conjoncturels, on peut parler de la crise sanitaire Covid-19 qui a impacté beaucoup de pays, notamment la Chine, qui représente à peu près 45% du volume mondial. Donc, qui a dû ralentir ses activités. Notamment, elle a dû fermer des usines à Pékin et puis à Shanghai. Et puis le deuxième volet conjoncturel, on peut citer la guerre en Ukraine, avec la spéculation sur l'énergie qui a créé une inflation mondiale. Donc quand c'est comme ça, les clients, les consommateurs potentiels préfèrent attendre avant d'acheter. Donc puisque ça commence sur les clients, les consommateurs, effectivement, nous aussi, les fournisseurs de caoutchouc, on est obligé d'attendre et ça se répercute aussi sur les planteurs. La SAPH privilégie les relations directes avec les 20 000 producteurs à qui elle commande de la matière première, en plus de ses 36 000 hectares en exploitation. Le planteur, il a accès au juste prix homologué par la Promac. Voilà, ce n'est pas répercuté sur des intermédiaires qui vont se mettre entre nous et puis le planteur. Donc déjà, le prix juste. Ensuite, le fait d'avoir des relations directes avec les planteurs, ça va permettre aux planteurs de bénéficier d'une assistance technique sur les dernières techniques de culture de l'EVA, par exemple. Et puis on les accompagne aussi sur les questions sociales et environnementales, notamment zéro déforestation. Ça veut dire qu'on ne va pas accepter des plantations qui sont créées sur la base d'une forêt qui a été déforestée. 90% de la production est exportée, mais avant de rejoindre l'étranger, ces fournisseurs doivent passer par la case pesage. Ils ont terminé le contrôle qualité là-bas? Oui. Ok. Donc maintenant vous allez faire la pesée, c'est ça? Oui. Donc en saisissant le code, il faut faire attention parce que s'il y a une erreur, voilà, ça va poser un problème parce qu'on ne saura pas qui a livré et ça risque même de partir chez quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Pas de soucis. Ici, chacun des producteurs est répertorié. Ces 20 000 fournisseurs, nous les avons géolocalisés, nous avons leurs coordonnées XY et nous avons leur superficie. Et donc, sur cette base-là, nous avons le potentiel qu'ils sont capables de nous livrer. Et donc, nous faisons des mesures mensuelles pour voir est-ce que la production qui a été livrée correspond au potentiel du planteur. Selon le responsable des achats, cette procédure permet à l'entreprise de se prémunir de fonds de tasse d'origine douteuse. Pour être conforme aux exigences de sa clientèle,
un dispositif de contrôle basé sur la géolocalisation entrera en vigueur. Nous avons besoin de savoir d'où le caoutchouc vient parce que nous voulons, comme je vous l'ai dit, assurer la traçabilité du caoutchouc. C'est une exigence de nos clients et ça nous permet aussi, nous, de savoir à qui nous achetons le caoutchouc parce qu'on ambitionne en 2023. En 2023, nous allons assurer la traçabilité du caoutchouc, c'est-à-dire on va partir de l'arbre jusqu'à la balle du caoutchouc qu'on va livrer aux clients. Donc on aura un QR code sur la balle que lorsqu'on scanne, on sait exactement le caoutchouc qu'on a livré au client, il provient de quelle plantation. C'est à Beaunois que l'Union des sociétés coopératives d'EVA du Sud Comoé tient son conseil d'administration. La seule union du genre du pays a pris des parts dans le capital d'une usine de transformation depuis 2021. La chaîne qui existe est exploitée aujourd'hui à 98%. Voilà, du coup, la production journalière qui était de 90 tonnes est passée à 150 tonnes. Luchesco veut transformer le modèle classique en intégrant le producteur dans les chaînes de valeur de la transformation du caoutchouc. En tant que producteur, acteur premier, acteur primaire, je dirais, de la chaîne, on se doit de connaître la finalité de notre action. C'est-à-dire à quoi cela aboutit. En plus de maintenir la chaîne d'approvisionnement, le conseil d'administration veut convaincre les agriculteurs que l'EVA n'est pas un danger pour les sols et la culture des produits vivriers. On fait l'alliage manioc EVA pendant les 4 premières années de plantation. Ça, c'est le 1. Par la suite, on fait EVA banane. Ça a été démontré que lorsqu'on plante de la banane dans l'EVA-culture, ça permet à l'EVA de bien produire. C'est sur les 9 hectares de sa plantation que nous retrouvons Alexis. Vraiment, tu ne soignes pas tes blessures là. Hein? C'est dû à quoi? Ta graisse là est finie? Après sa maîtrise de droit, ce fils d'EVA-culteur revient se consacrer aux plantations familiales et à la lutte pour le bien-être des producteurs d'EVA. Pour lui, la période faste de l'EVA a fabriqué des acteurs à l'origine de certains dysfonctionnements. On n'arrive plus à distinguer le producteur et le vendeur. Les coopératives ont pullulé et il y a beaucoup de coopératives qui ne sont même pas des véritables coopératives, mais des acheteurs déguisés en coopératives. Et ça, on connaît ce que ça a entraîné. L'achat en deçà du prix déterminé par la Promac. Et souvent, le vol des producteurs, on ramasse les trucs, on va dire, ça va pour venir vous donner l'argent, et puis ça va, puis c'est fini, ils ne reviennent plus. Moins d'intermédiaires et réussir à accroître les possibilités de transformer sur place les dérivés du caoutchouc naturel apporteront plus de stabilité à cette filière qui nourrit plus d'1 million de personnes. Les bottes que nous portons, la gomme, c'est les VA ceux qui peuvent faire ça. Vous voyez, les pneus d'avion, les ponts, hein, les matières qui sont sous les ponts pour maintenir là, c'est les VA seuls qu'on peut faire avec. Vous voyez, et bien de choses. Il y a des pavés qui sont faits avec de l'EVA. Il y a les seaux. C'est dans l'usine portée par l'Union qu'Alexis ramène son ramassage du jour. L'autre avantage, c'est diversifier les revenus des producteurs. Je pense que c'était pour régler le problème de débouchés. Et puis par la suite, la diversification des revenus de nos sociétaires, enfin de nos membres, que sont les coopératives. On ne pouvait pas se contenter seulement de faire l'activité de collecte. Il fallait également rentrer un peu dans le processus pour voir comment on peut bonifier un peu les ressources des différents membres des coopératives.
L'usine est un modèle unique en Côte d'Ivoire. L'expertise est interne. L'usine a été montée par les Ivoiriens, par les actionnaires qui exploitent aujourd'hui l'usine. En attendant d'entamer la seconde transformation, les premiers résultats sont satisfaisants. L'usine tourne à 4 tonnes l'heure et absorbe 4000 tonnes de caoutchouc par mois. Quand on a une production de ce genre, ça veut dire qu'on aura des bons clients et puis les clients ne vont pas se plaindre. Parce que quand il y a retour client, ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas vendre. Et si nous, on ne vend pas, on ne peut pas acheter la matière première. Donc le système se bloque en ce moment-là. Au pays du cacao, on se surprend à rêver de la place de l'EVA. La filière génère plus de 300 000 emplois directs. Elle pourrait aller au-delà si les industriels décident d'investir comme ils l'ont promis. Plus de 56,6 milliards de francs CFA pour accroître leur capacité de production et transformer plus de 500 000 tonnes d'ici fin 2023. Un reportage consacré à la crise de l'EVA en Côte d'Ivoire, réalisé par Patrick Brédé. Et pour en parler, on reçoit le président de l'Union des sociétés coopératives d'EVA du Sud Comoé, monsieur Alexis Kadjo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de NCI Reportage. Merci. Première question, est-ce que la filière EVA est en crise? C'est trop dit de dire que la filière EVA est en crise. Il y a des difficultés, mais la filière EVA n'est pas en crise. Parce que parler de crise, c'est plusieurs aspects à la fois. Or, c'est juste des difficultés structurelles que nous sommes en train de surmonter. Donc, on ne peut pas parler de crise. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, justement? La filière semblait prometteuse. On l'a rappelé avec des plafonds qui avoisinaient les 1000 francs le kilo il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, dans ce reportage, on l'a vu, il y a des planteurs qui sont prêts à abandonner. Ben, la filière est toujours prometteuse. Seulement que, comme je l'ai dit tantôt, ces difficultés doivent être surmontées avec des retouches ou des mesures administratives qui viendront compléter les normes qui existent dans la filière. En fait, c'est lié à un dysfonctionnement des mesures qui sont prises ou des lois qui sont mises en œuvre, qui doivent être mises en œuvre. C'est juste ça. Alors justement, quelles sont les difficultés auxquelles fait face la filière aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les difficultés, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est la commercialisation. C'est les questions liées aussi externes. Quand vous dites commercialisation, on parle de l'export vers l'étranger? L'export et la consommation interne, puisque les usiniers sont en infériorité par rapport à la capacité de production. Il y a une prévision qui a été faite pour booster les plantings au niveau des producteurs privés, des petits producteurs. Mais cette prévision est allée au-delà de ce qu'on avait espéré. Parce que justement, il y a eu cette attraction liée à ce boom de 6 mois. Je dirais 6 mois parce que c'est juste 2 mois seulement qu'il y a eu le prix de 1000 francs. Plafond. Voilà, ce plafond. Mais les gens se sont dit, ah, on a payé l'EVA à 1000 francs. Non, mais il y a eu seulement que ces 2 mois. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes serait une mauvaise lecture de la juste valeur de l'EVA par les planteurs du prix. Ils ont des difficultés liées à la non-application des mesures qui doivent régir la filière. Alors justement, l'une des mesures, c'est de ce prix qui est fixé à 306 francs le kilo. Qui n'est pas respecté. On le voit dans le reportage, il n'est pas respecté. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour pouvoir contrôler le prix d'achat du kilo sur le terrain? Ben, lorsqu'il y a eu la réforme qui est intervenue avec l'ordonnance 2011, 463 du 23 décembre 2011, il y a des autorités, en fait, des institutions qui ont été créées pour essayer de suivre un peu l'activité évicole. On parle de la Promac? Il y a la Promac qui a eu son ordonnance à partir de là. Il y a le CHPH qui a été créé, le Conseil EVA palmier à huile, pour la régulation. Et il y a également, pour la mise en place de la Promac, les collèges qui devaient se restructurer. Donc, lorsque tout ça a été mis en place, il fallait les accompagner par des décrets. Et ces décrets n'étant pas pris,
il y a eu ce petit décalage qui a entraîné toutes ces difficultés. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, la surproduction liée à la prévision qui n'avait pas été prise en compte par les statistiques. Parce qu'il n'y avait que, à l'époque, en 2010, il n'y avait que 8 usiniers. Oui. Et pour une production estimée à 660 000 tonnes, ils se sont retrouvés avec 780 000 tonnes, 800 000 tonnes. Du coup, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et justement, face à cette difficulté, il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu, ce sont les ponts privés. Alors, comment on aborde Oui, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Oui. La nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez de la place qui vous est due à quelqu'un d'autre, ils vont l'occuper. Et les producteurs criaient vraiment... ils souffraient de ne pouvoir commercialiser leur production. Donc, tout venant qui leur permettait, puisqu'on ne peut rien faire avec le caoutchouc, si ce n'est de le vendre. Donc, tout venant qui pouvait le prendre, souvent, il y avait des gens qui venaient prendre, faisant croire qu'ils vont payer, ils vont vendre pour leur donner l'argent, et qui disparaissaient. Donc, ça a été vraiment des moments difficiles pour les producteurs. Et c'est toujours, mais c'est un peu moins maintenant. Alors justement, l'un des atouts que ces ponts privés auraient apporté aux producteurs, c'est que les producteurs ne veulent plus attendre jusqu'à la fin du mois pour recevoir l'argent de leur vente. On leur propose de leur acheter tout de suite l'argent qu'ils reçoivent. C'est ce manque de patience là aussi qui... Oui, mais à toute chose égale par ailleurs, hein, parce que en voulant avoir l'argent vite, on suscite aussi d'autres personnes qui peuvent venir vendre vite. Donc, puisqu'il n'y a pas de contrôle dans celui qui vient vendre, alors la force de vouloir vendre vite, on a créé nous-mêmes nos propres monstres, que sont les voleurs, que sont les acheteurs véreux, parce que justement, eux, ils achètent avec tout le monde. Ils ne contrôlent pas pour savoir si tu as un champ ou pas, ils achètent avec toi. Alors aujourd'hui, la solution face à ce problème-là, est-ce que ce serait la traçabilité, comme on le fait dans d'autres secteurs, pour savoir d'où vient telle ou telle production? Il y a la traçabilité qui est rattachée à la géolocalisation, à l'identification des producteurs. Il y a également le financement des OPA. Parce que... on dit financement des OPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coopératives n'ont pas accès au financement bancaire. D'accord. Du coup, celui qui a de la liquidité, mais c'est vers lui que le producteur s'en va. Alors que si leurs organisations professionnelles ont les moyens, ils peuvent régler les mêmes problèmes et les bancariser. Ouais. Et quand on les bancarise, on avait réussi même à faire cette bancarisation à 100% à notre niveau. L'année 2008 jusqu'en 2012, pour la première crise. Crise de difficulté qui a été la crise de la mévente en 2012, la première crise de la mévente en 2012. Donc, si aujourd'hui, les OPA ont la capacité d'être financés, mais il n'y a plus d'empressement à aller brader sa production. Parce qu'on a l'assurance qu'on pourra être payé par notre structure dans laquelle on a adhéré. Alors après la pandémie, ce qu'on a pu observer, c'est que le marché européen n'arrive plus à absorber nos productions. 80% de ce que le continent a produit a été acheté par la Chine. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut changer des choses par rapport à cette transformation du paysage de nos ventes? Je pense qu'on a mal fait de penser qu'on devait s'orienter seulement sur un seul marché. Le marché, il est multiforme et il doit être multisectoriel. Et pour nous, c'est aussi ça l'erreur des hommes d'affaires africains. On a regardé seulement du côté, ça nous est resté peut-être de la colonisation, mais on a regardé seulement de ce côté-là. Mais aujourd'hui, la Chine offre une alternative. La Chine offre une alternative, donc si elle peut permettre de prendre au meilleur prix, je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours aller avec la Chine. Alors, le grand défi dont on parle dans toutes les filières qui concernent la matière première, la transformation. Dans le cadre de l'EVA, c'est la 3e transformation dont il s'agit. Est-ce que c'est une clé aujourd'hui pour
soulager la filière des problèmes qu'elle rencontre, puisqu'on ne peut pas parler de crise aujourd'hui? Non, on ne peut pas parler de crise. Mais la transformation est vraiment une nécessité et le gouvernement, en tout cas nous les producteurs, nous disons merci au gouvernement pour vraiment les mesures et l'implication pour vraiment arriver à cela. Parce que on pense que c'est la solution pour non seulement donner de la valeur à nos produits, mais pour freiner cette difficulté-là, ou bien pour élaguer cette difficulté de la mévente. Parce que l'incapacité des usiniers à faire face, si on accroît et qu'on transforme même en produit fini, nous-mêmes on peut être consommateurs. Il y a le marché local également, régional également qui peut être qui est là, qui peut être fourni. Et il y a le marché international. Parce que, heureusement pour nous, notre caoutchouc est de qualité. C'est l'une des meilleures qualités. Avant, on sortait le TSR 10, TSR 20 du moins, mais la Côte d'Ivoire sort le TSR 10. Et donc, du coup, c'est un label qui doit être valorisé pour donner et pour qu'il soit valorisé, c'est la troisième travail qui va démontrer que ce label-là, lorsqu'il s'ajoute, il transforme pour donner un tel produit, il est de meilleure qualité que toute autre qualité. Donc vous partagez bien sûr l'avis de la Promac qui est la mise en place d'un label pour certifier la qualité du caoutchouc naturel de la Côte d'Ivoire. Mais ça va de soi, c'est vraiment... Ça va de soi, parce que ça participe de la crédibilisation du travail même qui est fait. Voilà. Merci en tout cas, monsieur Alexis Kadjo, d'avoir accepté l'invitation de NCI Reportage pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des sociétés coopératives d'EVA du Sud Comoé. C'est à vous le merci. Merci. En tout cas, merci à vous. Et en seconde partie d'émission, on se plonge dans l'univers du cuir et de ses artisans en Côte d'Ivoire. Ne bougez pas, on revient, c'est après une courte page de pub. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours en notre compagnie. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 15% du PIB. Ce sont près de 5 millions de personnes réparties sur 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers. Et justement, l'un des métiers en plein essor, c'est le secteur du cuir et de la peau. Le pays compte plus de 2000 artisans qui exercent dans ce domaine, selon l'Union nationale des cordonniers, maroquiniers, bottiers et tanneurs de Côte d'Ivoire. Et ce soir, on s'intéresse à ces acteurs et aux défis d'une filière en quête de modernisation. Sacs, chaussures, sandales, ceintures. Ces articles à base de cuir ont la cote sous nos tropiques. Les artisans ivoiriens ne manquent pas d'imagination. Ils proposent des articles qui concurrencent les grandes marques internationales. Dans ce petit magasin situé au marché de Daloua, Mamadou, artisan du cuir, est en pleine finition. Il fabrique des sandales de femmes, d'hommes et d'enfants. Un savoir-faire hérité de son père. J'ai entendu faire un souci d'une jeune fille. Parce qu'il y a des soucis des jeunes filles, il y a des soucis des dames. Comme on le dit, les nouveaux modèles, la plupart on l'appelle, soucis des jeunes filles. Il y a des soucis qu'on appelle soucis des dames et responsables parce que c'est des anciens modèles. Ils sont là, ils sont le bas là qui sont là. Mais ça, c'est aussi des jeunes filles. On fait des soucis aussi fermés pour les élèves. Oui. On fait plusieurs modèles, donc ça dépend de la personne. Ici, tout est sur mesure et à la main. Les motifs sont choisis en fonction du modèle. Cette activité, importée des pays limitrophes, s'est instruite à Daloua dans les années 80. Nous sommes venus avec le travail, on est venu avec le métier. On n'est pas venu trouver ça à Daloua et puis venir apprendre. Cette chaussure-là, elle vient de la Guinée. Ça, parce que c'est naté avec raffia. Celle-là, dans l'histoire, on peut dire qu'elle vient de Mali. C'est fait en caoutchouc. La peau là, elle nous vient de Burkina. C'est peau de mouton. Peau de mouton. Et ils tannent ça au Burkina, ils nous ramènent ça et puis on paye.
Mamadou nous raconte comment les chaussures de Daloa ont conquis le cœur des Ivoiriens et sont devenues une référence dans le pays. Le vieux nous a dit quand il faisait les chaussures ici là, et Léonard Gorgui et puis le maire d'ici qui s'appelle Barakano venait payer les chaussures avec eux. Donc, comme c'était des gens qui étaient vus aux yeux de tout le monde, donc, comme ils payaient, ça intéressait à les autres. C'est comme si c'est eux qui ont fait, on peut dire, le lancement de la sauge, la promotion de chaussures. Parce que si tu es devant tout ce que tu prends, les autres qui sont à côté veulent aussi avoir la même chose. C'est un peu comme ça. Fabriquée à base de cuir de mouton, de chèvre et de veau, la qualité des chaussures de Daloa est incontestable. La ville est même considérée comme la capitale des sandales en cuir. C'est ici que la majeure partie des revendeurs du pays viennent s'approvisionner. Cette grossiste, résidant à Saïwa, ville située à 85 km de Daloa, est venue récupérer sa commande. Le prix d'Ango, pour les femmes, à 1800, pour les garçons, 3000. Ça dépend des campements. Il y a des campements arrivés là-bas, 2500 pour les femmes, ça passe. Il y a des campements, si c'est trop loin, 3000 francs, ça passe. On fait très confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, mais je n'ai pas porté, sinon, là, on m'a fait un cadeau. Souvent, en venant, je porte ça. C'est encore bien solide. Les commandes, Dao les reçoit de toutes les contrées du pays. Une activité qui rapporte entre 300 000 francs et 500 000 francs le mois. Il y a moyen que vous recevez combien de commandes comme ça par jour? Par jour, au moins les clients commandent pour ceux qui commandent au moins 5 personnes comme ça, en gros. Et on connaît aussi au moins 3 personnes comme ça. Maintenant, des détails, ça c'est... Au moins, fin de mois comme ça, il y a beaucoup de détails même qui fait beaucoup. Mais les commandes, même, il y a d'autres, ils appellent pour venir prendre ce qu'il y a déjà prêt. Il y a d'autres dossiers qui disent que non, nous, on n'a pas fabriqué spécialement. Là, ils viennent chercher. Il y a d'autres dossiers là. C'est les sacs seulement, ils demandent. D'autres dossiers, quand ils viennent, c'est les poules seulement, ils viennent demander dans les lieux d'emploi. L'approvisionnement en matières premières reste la grande préoccupation des artisans, car le cuir n'est pas produit sur place. Il est importé du Burkina Faso. D'abord, tout ça, ça vient du Burkina. Oui, ça passe par le terrain pour venir. Nous, on a 7 au pays à 12 500. Dizaine comme ça là. 12 500. Et vous faites ça combien? On vend ici. Vous vendez ça combien? On vend ici à 20 000. Le cuir ivoirien est encore à l'étape brute, faute de tannerie, selon cet artisan. Et ça, on ne peut pas trouver ça encore bien comme ça. Non, ce que nous trouvons en Côte d'Ivoire ici, c'est ça qu'il y a là. Et mais le matériel n'est pas là pour tanner. Non, il n'y a pas de matériel pour tanner ici. C'est que nous-mêmes, on peut gagner ici, ça ne prenait pas que ça sent. Voilà. Sinon, on n'a pas les matériels tout fond. Donc, tu ne peux pas, un colis même de 100 paquets qu'il y a dessus, on ne peut pas tanner, on ne peut pas utiliser son matériel là ici comme ça. Mais pourquoi vous n'achetez pas le matériel? Non, on achète le matériel, mais on ne gagne pas beaucoup. Donc, on est obligé de le laisser comme ça, aller prendre au Burkina, au lieu de faire venir un colis en même temps. Tiens, on a un doit rester 2000. Ça reste 2000, voilà. Il a fait la monnaie. Ça fait la monnaie. Le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 15% au PIB et touche environ 40% de la population active ivoirienne, soit près de 5 millions de personnes réparties sur 8 branches d'activité. Les artisans du cuir occupent une place de choix dans ce secteur. Ils sont des milliers de jeunes qui trouvent leur revenu dans ce business. Djakarija fait partie de ces nombreux jeunes qui exercent dans le secteur du cuir. Ce matin, il vient s'approvisionner dans ce magasin situé à Trècheville. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Amadou. Dagis. Oui, ça comment? Comment tu vas? 2 jours là. Ça va ici? Ça
Dieu merci. Bon, je suis venu chercher un peu de matériel là. Là, c'est très bon. Dans ce magasin, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les qualités. En fonction des modèles, Diakarija fait son choix. Ça, on fait souvent avec la ceinture. Celui qui demande, on fait la chaussure en même temps avec la ceinture. Et ça fait la sortie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de serpent? Oui, serpent. C'est quel genre de serpent? Donc ça, c'est un vipère python. C'est eux qui ont les dessins comme ça. Voilà. Le cuir, un peu de design là-dessus. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du cuir. Voilà, ça, vous voyez un peu de design là-dessus. Quand on fait une chaussure avec ça, mocassin surtout, c'est très joli. C'est en fonction des commandes que tu oui, c'est en fonction des commandes. Voilà. Bon, il y a des gens qui aiment couleur. Hein. C'est en fonction des commandes que j'ai avec la couleur. Donc, je viens choisir. Ici, le cuir se vend à 10 000 francs le kilogramme. En moyenne, Diakarija dépense entre 100 000 francs et 150 000 francs le mois dans l'acquisition de la matière première. Ça fait 5 kg 400 grammes. 5 kg 400. Et ça me fait 55 000. 55 000. 5 kilos, 500, ça va être 500. 500. Pas du 500. Ouais, c'est bon. Vous êtes arrivé dans ce métier? Bon, je suis arrivé dans le métier par passion. Depuis l'enfance, j'ai aimé la cordonnerie. Et je suis vraiment fier d'être cordonnier parce que depuis l'enfance, quand il s'agissait d'aller à l'école, je dis non, je vais fabriquer chaussures. C'est chaussures que je vais fabriquer. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Sans formation, Diakarija a appris le métier sur le tas. En 20 ans d'activité, il s'est bonifié. Il confectionne plus de 1000 paires de chaussures par an pour un chiffre d'affaires qui avoisine 30 millions de francs CFA. Et tu es parti, tu as fait une formation pour ça? Bon, pas une grande formation en tant que telle. J'ai appris sur le tas avec un patron. Aujourd'hui, je suis propriétaire de mon atelier. Depuis 1993, on a commencé tout petit avec les sandales de Dalois, comme on le dit souvent. Mais là, quand je suis arrivé à Abidjan en 98-99, il faut qu'on change un peu. Parce qu'il faut évoluer avec le temps. Voilà, et c'est ainsi qu'on a laissé les sandales de Dalois. On est rentré maintenant dans la fabrication moderne qui est subie tout le temps. L'Europe et puis celle-là, on met de côté, est-ce qu'on va trouver la différence? Tu vas trouver la différence, c'est nous qui te dirons que cette chaussure, elle est faite à Abidjan ou pas. Vous voyez? Donc la chaussure n'a pas... Il n'y a rien à dire sur la chaussure. Voilà. Celle-là, tu peux la porter pendant au moins 8 ans, 10 ans. Hein. Le métier du cuir a changé sa vie. Son plus grand rêve, c'est de passer de l'artisanat à l'industrialisation. En Côte d'Ivoire, on compte plus de 2000 artisans du cuir et de la peau, selon l'Union nationale des cordonniers, maroquiniers, bottiers et tanneurs de Côte d'Ivoire, UCMBTCI. À Cocody Abata, nous partons à la rencontre de l'un des bottiers les plus réputés du pays. Wenceslas s'est spécialisé dans la botterie il y a 20 ans. Dans son atelier, il manipule le cuir en longueur de journée pour fabriquer des chaussures sur mesure. En fonction de la forme, la semelle est taillée. C'est la machine qu'on a ajoutée. Ça, c'est une semelle en cuir. C'est du cuir véritable qui est là. Italien. Donc, voilà ce qu'il est en train de faire. Et c'est quand il va finir ça, une fois que ça tombe net, on plaque le talon et puis on va à la machine là pour coudre. Quand c'est cousu, le talon est posé, la chaussure ne peut plus se décoller. De la découpe au montage,
les moindres détails sont pris en compte. Des créations qui allient élégance, créativité, ainsi que le savoir-faire. Là, il est en train de plaquer la tige sur la forme pour voir ce que ça va donner avant le montage. Mais il n'y a pas de problème parce que tout est bien dressé. C'est la coupe, c'est la forme qui est là. Voilà. Après, maintenant, on va démonter et puis mettre les accessoires à l'intérieur parce qu'il y a des matières qu'on met dans la chaussure pour rendre le boule un peu dur et puis l'arrière là dur. C'est ce qui permet à la chaussure d'être arrêtée. On appelle ça le contrefort. Des chaussures haut de gamme dont le prix varie entre 100 000 francs et 350 000 francs en fonction du modèle. Ces chaussures très tendacieuses sont même vendues hors de nos frontières. Le bottier vise des clients d'un standing élevé. Quelles sont les qualités de chaussures, les types de chaussures que vous fabriquez? Bon, ici, par exemple, ça c'est une sneakers qui envoie des finitions, ce que communément les gens appellent les belluti. Voilà, ça sont les... ça aussi? Oui, ce sont les semelles qui sont là. On les commande depuis l'Italie, ça nous vient. Et puis on fait le haut là sur les formes. Et on plaque ça en bas. Et une taille chaussure, vous dites combien? 135 000. La quasi-totalité de la matière première utilisée pour confectionner ces chaussures vient de l'Europe. Le cuir, le produit phare, est importé d'Italie et le prix du pied carré est très élevé. Ça, par exemple, c'est du cuir, c'est du box, on appelle ça la qualité box. C'est des vachettes, mais c'est fait à une matière pour faire des chaussures mocassins. Là. Voilà. C'est cuir de quoi? C'est même bif. Mais travailler sous une autre forme. Parce que ça donne une qualité plus rigide. C'est pour faire les mocassins box. Là aussi, c'est à 14,7. Et c'est ça qui peut combien? Et le pied carré te fait 4000, voire 4500. Donc, il faut multiplier ça par 14,7. Ce sont 2560. Maintenant, pour une chaussure vraiment de qualité, il y a au moins 22 matières qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'est une seule matière. L'absence de tannerie en Côte d'Ivoire est un vrai handicap pour ces artisans du cuir qui ont souvent du mal à se procurer la matière première. Pourtant, en 2012, un projet de construction d'une usine de tannerie de plus de 800 millions de francs CFA avait été lancé par l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet n'a pas vu le jour plus de 10 ans après. Conséquence, les artisans peinent à satisfaire la demande et demandent l'aide de l'État. Est-ce que vous arrivez à satisfaire la demande? La demande ne peut pas être satisfaite parce que les clients se plaignent toujours du temps de confection. Il faut des machines pour pouvoir... Il faut des machines et il faut encore recruter des gens. Sinon, il y a des choses même que je n'ose même pas. J'avais fait une vidéo en 2000, il y a 2 ans de cela. Quand on va sur YouTube, là, il y a une vidéo qui fait 2 ans. Mais quand j'ai balancé là, les gens qui m'ont appelé pour les commandes, on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas. J'ai tous les contacts. Dans les boutiques, même les Européens. J'ai vu un cabinet de la place qui m'a fait, un cabinet certifié, qui m'a fait un business plan qui fait 2 milliards 6 millions. Avec ça, on peut le faire 2 milliards 6 millions. Ça, c'est rien pour l'État. Tout dépend d'une certaine volonté politique pour nous accompagner. Le secteur du cuir est en grande partie dans l'informel et a du mal à se professionnaliser. Mais depuis quelques années, certains artisans sortent du lot. Ces derniers tentent de redorer l'image des artisans. C'est le cas de Jean-Cyril Awa, celui qui est surnommé le roi de la maroquinerie en Côte d'Ivoire. Où sont les pâtes là?
Ok, on voit la distance seulement. Là, ça y est, tu lèves ça. Ok, c'est bon. Là, tu vas finir. Jean Awagona Cyril est un artisan bien connu dans la transformation du cuir en articles divers, sacs, ceintures, chaussures et autres produits de maroquinerie. Il viendra comme ça, comme cela. On va le poser comme ça. Voilà. Voilà. Le résultat final, tout ce qui change, c'est seulement la bande là qui est remplacée par ça. Voilà. Sinon, ça aurait pu être comme ça. Et maintenant, quand on ouvre le sac, c'est ce qu'on a. Voilà. Avec une poche plate à l'intérieur. Voilà. Il y a un support là qui empêche le sac de s'ouvrir complètement. Entre le cuir et la doublure, il y a de la mousse. Voilà. Et comme c'est un sac pour ordinateur, donc il faut bien qu'il soit matelassé quand même pour éviter les chocs. Voilà. Et ça peut coûter combien ici? Bien ici, là, on le fait à 85 000 francs. Pour cet artisan, 85 000 francs CFA n'est pas cher payé, car ces articles made in Côte d'Ivoire sont confectionnés avec du cuir de qualité qui respecte des normes internationales. C'est un sac de sport en cuir. C'est fait dans la peau de buffle. Voilà. C'est un sac de sport. Voilà. Là, c'est du plein cuir. Et tout ça, c'est fabriqué ici? Tout est fait ici. Tout ce que vous avez ici est fait ici. On a l'impression que vous mettez l'accent vraiment sur la qualité. Est-ce que c'est pour vous une manière de concurrencer ou bien révolutionner tout ce qui est de Côte d'Ivoire? Quand les Européens sortent des produits, c'est des produits de qualité. Parce qu'il y a le respect de la personne qui ça part. Et puis aussi, il y a le respect même de ceux-mêmes qui fabriquent. Alors tout ce que nous devons faire doit être aussi bien fait. Dans les découpes, dans les finitions, dans le choix de matériaux, parce qu'il y a la concurrence. Voilà. Notre objectif, c'est de faire du travail qui soit bien fini. Ça, c'est notre objectif. Son rêve, doubler sa production avec une unité de production plus moderne qui répond aux normes internationales. Moi, mon besoin actuellement, c'est ça. Comment installer l'unité de production, comment former et comment faire de ces jeunes-là des salariés, produire ce que les gens produisent chez eux. Nous, on fait ça, puis on leur ramène ça chez eux là-bas. Voilà. Produire pour le local, produire pour l'extérieur. Si notre tutelle essayait peut-être de sélectionner les meilleurs artisans sur un plan annuel ou un plan quinquennal, je ne sais quoi, sur un an, choisir les 20 meilleurs et les subventionner, les encadrer afin qu'ils deviennent de grandes entreprises, cela est possible. Celui qui s'est installé avec seulement 15 000 francs CFA dénonce le manque d'accompagnement des artisans par les institutions financières et l'État. Vous n'êtes pas subventionné jusque-là? Je n'ai jamais eu de subvention de l'État. Non? Oui. Et puis après, c'est le temps vous avez besoin de combien pour industrialiser tout ce que vous faites? Vous avez besoin de combien? Mais si l'État à notre niveau, au dernier reportage, je demandais que 200 millions. Avec 15 000 francs, je faisais un chiffre d'affaires de 34 millions. Ça veut dire prendre 200 millions, puis de faire un chiffre d'affaires de 2 milliards. Pourquoi les artisans ivoiriens peinent à trouver des financements? Que fait l'État pour accompagner ces professionnels du cuir? Le président de la Chambre des métiers nous donne quelques éléments de réponse. Qu'est-ce que les artisans eux-mêmes ils font? Quel est le projet qu'ils ont écrit pour dire que j'ai besoin de tel équipement et j'ai besoin de tel accompagnement et qui ils ont vu? Moi, en tout cas, ici, à mon niveau, je n'ai pas de demande d'équipement dans ce domaine. Jusqu'à présent, personne ne m'a saisi. Aucun artisan ne m'a saisi. Vous avez un business plan pour un équipement? Non. D'accord. Voilà. J'ai un service projet, j'ai un service financement. Mais je n'ai aucun artisan qui a déposé un business plan pour dire qu'il veut un financement d'équipement pour pouvoir produire. Non. Pour Bamba Kassoum, des fonds existent, mais les artisans doivent remplir quelques critères pour en bénéficier.
À la faveur de la crise sanitaire de la maladie à Covid-19, vous savez, les expériences viennent dans des moments de difficulté. Le gouvernement s'est penché à mettre en place le fonds du secteur informel, qui est un fonds qui est près de 10 milliards. Ces artisans doivent formuler une demande, et de telle sorte, en remplissant les conditions, donc le montant qu'ils ont besoin, on peut mettre ça à disposition pourvu qu'ils remboursent. Mais ce que j'entends d'accompagnement du gouvernement, on manque d'accompagnement, nos artisans, je crois qu'ils pensent que l'État doit prendre des montants et les accompagner non remboursables. Donc ça, on n'a pas encore un tel financement. Le premier responsable des artisans revient sur le projet avorté de la construction de l'usine de tannerie lancée en 2012. Cette tannerie a été financée par le Fonds national de la jeunesse, le FNJ. Et à l'époque, le ministre de la Jeunesse, c'était le ministre Alain Loboyon. Je crois que c'est sous lui que cette tannerie devait être construite. Quand le FNJ, le Fonds national de la jeunesse, a été dissous, ça a été reversé dans un autre fonds, qui est le fonds actuellement de la jeunesse. Alors donc, dans la passation des charges entre ces fonds par rapport au financement de la tannerie, alors on était où lorsque le fonds devait être dissous? Quel était l'état d'avancement des travaux? Ces 800 millions effectivement ont été annoncés, ont eu un début d'exécution du projet, mais le projet a été arrêté. Le secteur artisanal fait vivre plus de 5 millions de personnes. Le métier du cuir et de la peau occupe une place importante dans ce secteur. Il génère de nombreuses ressources financières et peut constituer une manne financière pour le pays. Mais comme tous les secteurs de métiers en Côte d'Ivoire, le secteur du cuir et de la peau manque de structuration. Beaucoup d'artisans travaillent dans l'informel et échappent aux contrôles fiscaux. Si les artisans veulent sortir du bout du tunnel, ils doivent mieux s'organiser, se formaliser pour bénéficier de l'accompagnement par l'État. Un reportage donc signé Roger Appé, Doria Gloire et Romuald Dago. Et pour parler justement de ce secteur, nous recevons en plateau Jean-Cyril Awa, président de l'Union nationale des cordonniers, maroquiniers, bottiers et tanneurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Habillé pour l'occasion avec ce joli tablier en cuir brandé du sigle de la Côte d'Ivoire. Je suis le reflet de deux métiers. J'aime mon secteur. Et le fait que je sois établi, je fais maintenant la promotion des artisans qui sont dans le cuir. C'est toujours bienvenu sur ce plateau. On parle d'un secteur, donc justement celui de l'artisanat, qui contribue à 15% du PIB. Mais jusque-là, la majorité de ces artisans travaillent dans l'informel. Est-ce qu'on comprend? Eh bien, c'est vous qui me l'apprenez. 15% du PIB, mais j'aurais bien voulu qu'on ait une qualité de vie professionnelle. À 15%, les artisans sont encore dans un état de précarité. Ce que nous souhaitons, s'il y a vraiment 15% de participation du PIB, eh bien, l'État a le devoir d'aider ces artisans à être des artisans modernes et de contribuer à l'économie de leur pays. Comment vous le vivez au quotidien, ça, ce manque de modernisation dans votre travail? Mais c'est pourquoi on crée l'association. L'association, quand on parle d'adhésion, c'est de partager nos idées, de partager nos faiblesses, de voir dans quel contexte nous pouvons avancer et devenir des acteurs économiques. On ne peut pas toujours rester dans l'informel. Il faut évoluer, il faut avancer. Et nous sommes les devanciers. Et ce que nous voulons, c'est que ceux qui sont encore à la traîne nous suivent. Le tout, c'est le développement personnel des artisans. Chacun doit connaître sa place dans l'économie de notre pays. Quand on est artisan, c'est vrai que notre production est limitée parce qu'elle est faite de façon manuelle. Mais nous pouvons aller de l'avant
Et ça, je pense que ils ont compris. C'est pour ça qu'on crée cette association, afin qu'on échange, qu'on participe à chacun, à ce que nous sortons des produits compétitifs. Parce que sans compétitivité, sans qualité de travail, on restera toujours à la traîne. Et c'est ça l'idée de l'association. Nos artisans du cuir aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont le talent, ont ce qu'il faut pour être compétitifs sur le marché international? Vous savez, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce que quand on parle de compétitivité, moi je dis que je suis venu trouver la compétitivité. La compétitivité était déjà là. Et c'est moi qui entre dans la compétitivité. Donc, il faut que je sois armé pour être aussi dans cette compétition. Et lorsqu'on sait que parfois on fait des ouvertures, on dit venez en Côte d'Ivoire investir. On suppose qu'on dit par exemple à un chef d'entreprise qui est développé dans ce secteur, allez en Côte d'Ivoire investir. C'est bien, on vient investir. Mais en amont, est-ce qu'on a préparé les locaux à affronter cette concurrence-là? C'est ça que nous venons. Alors, si on a 15% du PIB, l'État doit nous accompagner aussi à être des acteurs compétitifs. Voilà. Et oui, vous le rappelez dans ce reportage, hein, ce besoin d'accompagnement. L'un des problèmes auxquels fait face l'industrie du cuir, c'est le fait de ne pas avoir de tannerie. Je pense que la tannerie est une industrie importante. Parce que lorsqu'on a un cheptel, lorsqu'on a des animaux, lorsqu'on a des abattoirs, et qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, par jour, je pense que peut-être l'abattoir de Port-Boué, qui tue entre peut-être 300 et 500 bêtes par jour. Alors, quand cela est répercuté sur les autres abattoirs, et lorsqu'on va à l'autorité, c'est des milliers de bêtes qui sont tuées par jour. Alors, que fait-on de cette peau-là? Que fait-on de cette peau? Parce que l'Afrique est le premier exportateur de peau. J'aurais bien voulu que ce soit l'Asie ou bien la Chine, la population est dense. Ce n'est pas le cas parce que les peaux sont transformées. Alors, si je transforme, pourquoi exporter? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne participerait pas à ce marché-là. Non, je dis qu'il y a peut-être une seule unité de production qui fait du cuir, mais ce n'est pas du cuir fini. C'est du cuir semi-fini qu'on appelle chez nous le white blue. Okay. C'est-à-dire on transforme la peau de la bête à moitié finie, qu'on exporte pour la transformation finie, et après qu'on nous ramène. Donc la peau coûte vraiment cher, parce que le pied carré ici, c'est-à-dire le pied carré est une unité de mesure de la peau. Au fond, c'est comme si on prenait un pied et qu'on le mettait ensemble, coûte ici entre 15 et 25 000 francs CFA, rien que le pied carré, qui ne fait même pas 50 sur 50 cm. Pour dire qu'il y a une économie qu'on n'a pas encore exploitée, qui doit être exploitée, revue, encore que certains jeunes à l'époque... Il y avait un projet. ...ont été envoyés en formation, qui sont revenus, qui ont la technicité. La tannerie avait été lancée et ça s'est arrêté. Tous les équipements... On connaît les raisons de cet arrêt brusque. Je ne sais pas les raisons, mais ce que je sais, c'est que les équipements sont restés à l'abandon et il n'y a plus de tannerie. Voilà un secteur qui a développé, comme je dis toujours, c'est-à-dire qu'aucun secteur de notre économie ne doit être négligé. Donc je me dis que s'il y a une tannerie, ce serait une très bonne chose parce que nous avons besoin de matière d'œuvre pour travailler. Depuis la création de l'Union nationale des cordonniers, maroquiniers, bottiers et tanneurs de Côte d'Ivoire, quelles sont les actions réelles que vous avez pu poser sur le terrain pour améliorer les choses dans le secteur? Eh bien, on ne voulait pas créer une association comme d'habitude, une association où les gens viennent cotiser ou voilà. Nous, comme je l'ai dit, chez nous, d'abord, c'est le développement personnel. Que l'artisan sache la place qu'il occupe dans le tissu économique, qu'il se valorise lui-même. Bien avant de parler d'État, il faut qu'il sache sa place, qu'il fasse un travail de qualité et qu'il évolue consciemment, qu'il fasse un travail bien fait. Donc, nos échanges, c'est des échanges de nos quotidiens, nos difficultés, partage d'informations, et puis aussi voir comment est-ce que renforcer les capacités de chacun. Donc déjà, nous avons entrepris des démarches à l'extérieur. Nous avons déjà contacté l'Académie des métiers au Maroc. Nous avons vu
certains acteurs dans le secteur pour tout ce qui est fourniture en matière de chaussures et de sacs. Donc, nous travaillons, mais de façon timide, à ce que nous puissions avoir toutes les informations et lancer notre association. Ce que nous allons bientôt lancer, c'est le premier salon de la chaussure et de la maroquinerie qui s'est fait nulle part ailleurs, je parle de la sous-région, afin que les acteurs se mettent en confrontation. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que mon produit il est compétitif? C'est ce que, actuellement, nous cherchons. Donc, se tirer vers le haut. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en la capacité d'absorption du marché ivoirien ou alors est-ce qu'on vise plutôt la sous-région et l'international? Le marché ivoirien, il est là et il est énorme, il est important. Moi, je me dis toujours que si nous avons des entrées en matière d'articles chaussants qui entrent à 100%, c'est parce qu'à la base, on n'arrive pas à produire. Parce que si on produisait et qu'on produisait 50% de tout ce qui est importé, l'État aurait eu un regard sur nous. Mais comme on ne produit pas, je prends mon président, qui est le président de notre confédération, qui est marocain, qui fait 4000 paires par jour. Alors qu'ici, on fera peut-être 100 paires dans le mois. Vous voyez un peu la différence, elle est énorme. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Et c'est pour ça que nous nous mettons au travail pour que vraiment chacun prenne conscience et que nous développons nos activités. Alors, pour terminer cette interview, est-ce que vous avez un rêve pour cette filière aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Mon rêve, c'est que tous les artisans s'en sortent. Vous savez, chez nous, parfois, notre métier est une excuse de non-réussite. Mais là, c'était avant. Parce que quand on disait, mais à la fin de sa carrière, mais qu'est-ce qu'il faisait? Ah non, c'est un cordonnier. Comme on dit dans le jargon, cordonnier à quoi? Il est excusé. Nos métiers ne doivent pas être des excuses de non-réussite, mais plutôt des métiers qui valorisent. Parce que quand l'Ivoirien sort, c'est la belle façade qu'il est, mais c'est les artisans. De la coiffeuse à l'habillement jusqu'à la chaussure, c'est nous qui embellissons les cœurs et qui faisons que les gens sortent. Sans artisanat, on ne sort pas. Lorsque le préfet arrive dans une ville, il ne cherche même pas à voir le commissaire de police, non. Mais où est le coiffeur? Où est le menuisier? Où est le mécanicien? Alors, ceux qui embellissent notre vie, c'est l'artisanat. La preuve, quand vous avez de beaux tableaux chez vous qui vous font rêver, c'est aussi l'artisanat. Alors, donnons-leur leur place, donnons-leur toute la considération afin que ceux-là créent des emplois. Alors, moi, mon rêve, c'est de créer des emplois. Je suis parti de rien. Je devais m'en acquérir avec 15 000 francs CFA. Tous ceux que j'ai formés ont été formés gratuitement, sont aujourd'hui salariés, parce que celui que je tire de la rue et que je forme, c'est celui-là qui vous aurait agressé si moi je ne l'ai pas fait. Alors, nous sommes de nombreux artisans installés. Parfois, on nous dit qu'il y a des fonds de garantie. On n'a jamais accès à ces fonds de garantie parce que les critères d'accessibilité sont énormes. Ils sont trop lourds pour vous? Non, pas lourds pour nous, mais les critères sont énormes. S'il y a des fonds de garantie, eh bien, que ces fonds de garantie servent automatiquement aux artisans. Je me dis que nous sommes autour de 500 artisans coordonnés installés ici à Abidjan. Si l'État décide, ne serait, sans quoi c'est mon rêve, de donner 2 millions à chaque artisan et lui dire, prends quelqu'un de la rue, forme-le, on aurait résorbé une partie du chômage. Et c'est l'un des grands défis. Et ça, c'est mon rêve. Merci Jean-Cyril Awa. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale des cordonniers, maroquiniers, bottiers et tanneurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur le plateau de NCI Reportage. On espère que votre message sera entendu. Merci. Et ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite de passer une agréable soirée, une bonne suite de programmes sur NCI.